spécialité de l'anesthésie. On va tout de suite enchaîner avec une présentation qui est enregistrée de Max Gonzalez, qui est aussi praticien hospitalier à l'hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille, et que j'excuse aujourd'hui, il ne pouvait pas être présent, mais il nous a quand même partagé son travail. Bonjour à tous, merci au comité d'organisation des Gilards de m'avoir convié à vous parler de ce sujet déroutant mais passionnant. Et je m'excuse par avance de ne pas être là en présentiel puisque j'avais d'autres engagements en même temps. Et j'espère que ce format vous conviendra. Donc normalement il me reste 10 minutes après la présentation du docteur Anne-Frédéric Dalmas pour vous présenter la suite du point de vue de l'anesthésiste sur la découverte d'un placenta accreta en cours de césarienne. Accrochez-vous parce que j'ai un bon débit de parole, mais vous me connaissez. Alors, le placenta accreta méconnu, ça va être difficile puisque souvent il va y avoir des saignements de cinétique brutale, difficiles à contrôler rapidement et de volume important. Ça va effectivement comment dire, se caractériser par des HPP qui vont être souvent sévères, supérieurs à 1000, voire massives, supérieures à 2,5 litres, avec une nécessité beaucoup plus fréquente que dans d'autres contextes de transfusion de produits sanguins à de haut volume. Et vous avez également potentiellement une instabilité tensionnelle qui va être multifactorielle, à la fois sur le bloc sympathique de l'anesthésie loco-régionale, notamment si c'était une rachianesthésie, à laquelle peut se rajouter la vasoplégie d'une éventuelle anesthésie générale que vous allez faire par-dessus, ce qui est souvent nécessaire dans un second temps lorsque le placenta accreta est découvert. Et la troisième chose, c'est qu'il va bien entendu, du fait du saignement, avoir une hypovolémie efficace. Donc beaucoup de choses à prendre en charge et du coup on va voir un peu la conduite à tenir pour traiter tout ça. Alors déjà, avant de passer au traitement, sur le plan logistique, il y a deux choses importantes. C'est que en fait, souvent on se dit, oulala, la mise en condition, ça fait perdre du temps et on n'a pas le temps parce qu'il faut aller vite. Et ça, parfois, il faut savoir prendre le temps qu'il faut au départ pour en gagner après. Ça fait économiser du temps et souvent ça améliore le pronostic maternel. Et l'un de ces points, c'est la nécessité qui pour moi est très importante d'un accès artériel, notamment un accès radial, puisqu'il permet d'avoir d'une part une PA continue fiable, puisque le brassard à tension peut être mis en défaut lorsque la tension est très labile. Vous avez tous vu ça, hein. Là, vous avez une image où en haut, vous avez une radiale et en bas, vous avez le brassard qui fait pendant 3 minutes et il ne vous donne pas de valeur. Et ben, quand vous avez qu'un brassard, parfois, et ben, c'est très difficile de savoir si vous êtes bien ou pas en termes de pression artérielle et donc du coup en termes de réanimation, notamment avec les vasopresseurs. La deuxième chose, c'est que le brassard à tension en obstétrique, quand vous avez une HPP massive, souvent vous n'avez que deux voies veineuses périphériques, une à chaque bras. Vous avez absolument besoin de passer des choses dedans. Et si vous avez un brassard à tension comment dire, qui se gonfle toutes les minutes, le remplissage, la transfusion et ou la noradrénaline ne vont pas passer de manière fiable et ça peut effectivement gêner votre réanimation hémodynamique. La dernière chose, c'est que la radiale, ça vous permet, et ça c'est très important parce que c'est des situations où vous pouvez faire 5, 6, 10 bilans au cours de la prise en charge, de faire des prélèvements multiples et ça c'est quelque chose qui va vous aider grandement. La deuxième chose sur le plan logistique, c'est que je vous invite à mettre un cell saver dans ces situations-là. Déjà parce que lorsque c'est un placenta accreta programmé, eh ben, il y a de la littérature pour l'indiquer en systématique, des recommandations internationales. Et il y a également une très bonne rentabilité clinique dans ces contextes très hémorragiques, puisque en fait, bah, forcément, on aspire beaucoup, on retransfuse souvent et je vous rappelle que le cell saver en obstétrique n'a souvent aucun effet secondaire notable. Et en plus, le fait de retransfuser la patiente, bah, en fait, c'est plus efficace que les culots sur l'hémoglobine et sur la coagulation, donc c'est vraiment très intéressant. Le seul truc, c'est que souvent, dans un contexte non programmé, ce qui est le cas d'aujourd'hui, et ben souvent on se dit, oulala, le sel sévère, oulala, mais c'est compliqué, il faut monter tout le circuit de centrifugation, ça prend des heures, ça mobilise quelqu'un pendant vraiment... Non, 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 écoute, là, ça saigne, il y a trop de choses à gérer, on laisse tomber, et on n'utilise pas le cell saver. On l'a tous fait et c'est intuitif. Le seul truc, c'est qu'en fait,
on se prend souvent trop la tête, puisqu'il n'est souvent nécessaire pour monter le sel-sévère et commencer à aspirer que uniquement de monter le bocal d'aspiration, de le relier à l'aspiration murale et de donner l'aspiration dédiée aux obstétriciens qui vont commencer juste avec ça à pouvoir aspirer dans le bocal. C'est pas grave s'il n'y a pas encore le sérum hypariné, s'il arrive 5 minutes après, c'est tout à fait bien et ça vous laisse le temps effectivement de préparer votre sérum hypariné. Et ça, c'est pas si long que ça, c'est pas si chronophage et c'est pas si demandant en personne. Et donc du coup, je vous invite vraiment à le faire. Merci au docteur Catherine Barré, notre référente sur le CELSEVA, de nous avoir formés à cette idée qui est vraiment très importante. Et c'est vraiment un changement de paradigme qui nous permet d'avancer. Et bien sûr, si vous avez à retraiter, ça sera bien plus tard. Et vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir tout de suite le kit de centrifugation. Alors sur le plan thérapeutique, je voulais aborder deux choses. Donc c'est les spécificités de la gestion anesthésique de la coagulation et de l'hémodynamique maternelle. Alors, dans un premier temps, souvent, si l'HPP est massive et que l'hémostase n'est pas encore réalisée, et ben en fait, la priorité, ça va surtout être d'aller à l'essentiel dans un premier temps et de ne pas aggraver l'anémie et les troubles de coagulation éventuels. Pour cela, trois choses importantes. La première, c'est de perfuser comme dans l'HPP de moindre volume de l'acide tranexamique, donc 1 gramme systématique dès 500 ml de saignement, à répéter à 30 minutes si le saignement n'est toujours pas contrôlé. Ça vient des recommandations internationales de la NATA de 2019. Autre chose aussi, c'est qu'il faut essayer de limiter au maximum le remplissage vasculaire, parce que ça va vous donner de l'hémodilution. Et à la phase aiguë, le plus important, c'est de privilégier les protocoles de transfusion massive. Et donc, dans ces contextes non contrôlés d'HPP supérieur de litre 5, les recommandations, c'est de faire des ratios de 1 pour 1 entre culot, PFC et CPA. Donc, effectivement, chaque structure doit s'organiser pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir recours à des protocoles de transfusion massive avec son EFS. Et autre chose aussi, pour éviter d'augmenter le saignement, c'est important de respecter une hypotension permissive avec une PAM plus basse que celle qu'on a d'habitude, aux alentours de 50-55. Et ça, c'est également recommandé par les recos de la NATA. Et une fois que vous avez contrôlé cet aspect massif, ou alors que l'HPP était entre 1 litre et 2 litres 5, et ben là, on a un petit peu le temps de faire le point. Et il y a deux questions qui vont se poser. La première, c'est où on en est de la coagulation. Donc, c'est très important d'évaluer ça. Donc, pour savoir s'il existe une coagulopathie, je vous conseille d'abord de faire ce qu'on appelle un tube sec. Vous prélevez un tube rouge et vous le laissez sur la paillasse sans y toucher pendant 7 minutes. C'est facile, c'est disponible partout, c'est pas cher et les résultats sont rapides. Si vous avez un tube sec qui est après 7 minutes comme ceci, c'est-à-dire que vous avez un caillot bien ferme, ça veut dire qu'il n'y a pas de coagulopathie. Et si vous avez un tube sec qui, à 7 minutes, il n'y a pas du tout de caillot et vous voyez que c'est incoagulable, ça vous confirme que vous avez une coagulopathie. Et vous pouvez passer à l'étape suivante qui est de déterminer les produits sanguins que vous allez passer pour corriger cette coagulopathie. Je vous invite donc à utiliser la biologie délocalisée qui va beaucoup plus rapidement que le laboratoire qui met en général 1 heure pour vous donner la coag complète. Là, avec par exemple le Rotem, qui est un test viscoélastique au lit de la patiente, les premiers résultats sont en 10 minutes et les résultats complets, en général, vous les avez au bout de 20 à 30 minutes. Et une prise en charge de l'HPP guidée par les tests viscoélastiques permet d'améliorer le pronostic maternel. Je ne détaille pas, mais on a de la littérature qui en parle. Alors, je vais vous parler uniquement du Rotem parce que c'est ce qu'on a à Jeanne de Flandre depuis 15 ans et c'est parce que c'est l'appareil qui a le plus de data dans la littérature. Grosso modo, vous prenez un tube bleu que vous mettez dans une cupule qui va être centrifugée avec des activateurs et la machine va déterminer va mesurer la formation du caillot au cours du temps avec le délai de formation et la fermeté. Et en fait, ça va vous donner il y a 2 mesures principales à connaître. La première, c'est le FibChem qui évalue le fibrinogène. Grosso modo, l'amplitude du signal du caillot à 5 minutes en millimètres vous donne la fibrinogénémie. Si le FibChem A5 est supérieur à 12 mm, le fibri est normal. Et on a un deuxième truc qui est important, qui est l'EXTEM, qui est l'évaluation du TP,
externe comme voie intrinsèque, d'accord? Et là, c'est pas l'amplitude, mais le temps d'initiation du caillot. S'il est court, ça veut dire que ça coagule vite. S'il est long, ça veut dire que ça coagule pas vite. Et donc, si cet externe CT clotting time est inférieur à 75 secondes, le TP est normal. Et donc, si vous voulez guider la transfusion de produits sanguins avec le RETEM, bah, il suffit de prendre ces valeurs-là. Et donc, si par exemple, on a un FibTEM A5 inférieur à 12 mm, bah, du coup, ça vous incite à passer du fibrinogène. Si vous avez un clotting time externe supérieur à 75 secondes, ça va vous inciter à passer des PFC. Et si par exemple vous avez cette image-là où vous avez un caillot qui n'arrive même pas à se former parce qu'il se dissout tout seul très rapidement, et ben ça veut dire qu'il y a une fibrinolyse et que donc du coup il faut passer des antifibrinolytiques, donc de l'acide tranexamique. Et surtout, très important, il faut bien répéter les mesures toutes les 30 minutes. Si jamais vous passez rien ou si vous passez quelque chose, il faut le faire après chaque traitement, et ça c'est bien spécifié dans la littérature, puisque en fait c'est le lot de quelque chose, une biologie délocalisée, c'est de pouvoir titrer un petit peu les choses et de ne pas être obligé de passer 10 PFC d'un coup ou 15 grammes de fibri, et de pouvoir titrer en faisant des mesures répétées. Et pour le coup, la radiale, c'est très important. Pour avoir justement la possibilité de faire des prélèvements répétés. Dernière chose sur le plan hémodynamique, une fois que le saignement est contrôlé, on n'a plus besoin de faire d'hypotension permissive. On repasse dans les objectifs de PAM de la RFE SFAR 2024, optimisation hémodynamique. Donc intérêt de la noradrénaline diluée si vous avez une PAM inférieure à 60-70. Okay. Et également le remplissage vasculaire. Donc je vous rappelle, c'est des cristalloïdes en première intention, puisque c'est les recos phares sur le choc hémorragique. Bien entendu, si au cours de la prise en charge vous devez passer 10 litres, vous n'allez pas passer que des cristalloïdes, mais en tout cas c'est vraiment des cristalloïdes en première intention. Et la deuxième chose, notion très importante en obstétrique, souvent quand la patiente saigne 3 litres, on se dit il faut la remplir de 3 litres. Et en fait, je pense que c'est une idée un peu fausse, puisque 1, ça va hémodiluer la patiente, 2, vous allez passer des produits sanguins qui vont ramener du volume, et 3, en fait, si vous êtes en instabilité et vous vous posez la question de savoir s'il faut remplir ou pas, et le plus important, c'est de ne remplir que les patientes qui en ont besoin, c'est-à-dire les patientes précharge dépendantes. Si la patiente est éveillée, plutôt utiliser un monitorage du VES. Si la patiente est ventilée, on peut utiliser des critères dynamiques, c'est-à-dire un delta PP, un SVV ou un PVI. Je ne rentre pas dans les détails du monitorage, c'est passionnant, vous me connaissez, mais là, on n'a pas le temps. Et donc, je vous invite pour finir justement pour titrer votre remplissage, à utiliser les algorithmes qui sont donnés par la RFE SFAR 2024 sur le remplissage. Donc, vous voyez qu'il y a de la place pour des épreuves de remplissage titrées de 200 à 250 ml si jamais vous avez que un monitorage du VES, et vous avez la place des indices dynamiques comme le delta PP avec un seuil à 10%. Si on est au-dessus de 10%, le patient est précharge dépendant. S'il est en dessous de 10%, le patient est précharge indépendant. Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Je vous laisse mon mail parce que comme je ne suis pas en présentiel, comme ça vous pouvez me poser vos questions, et je vous invite à nous rejoindre au prochain congrès d'anesthésie obstétricale à Strasbourg au Carreau le 4 et 5 juin 2026. Merci beaucoup de votre attention et de votre compréhension.